thème, le métier de journaliste dans les zones à risque. Alors, quand il m'arrive d'être interrogé par des jeunes de première ou de terminale qui envisagent de devenir journaliste, généralement, la vision qu'ils ont du métier de journaliste, pour faire simple, et peut-être un peu caricatural, je dirais que pour les jeunes, être journaliste, c'est soit être présentateur du journal télévisé aux 20h, soit être grand reporter ou reporter de guerre, être sur le terrain. Alors il faut dire que ce soit pour le petit écran ou le grand reportage, les postes sont rares. Ils ont même tendance, avec la crise des médias, avec la crise de la presse, à être plus rares, trop rares certainement. Nous, au Monde, nous avons toujours souhaité maintenir une équipe de reporters susceptibles d'aller partout, et d'aller en particulier dans les zones à risque, mais c'est justement ce dont nous allons parler. Le métier de journaliste dans les zones à risque, aujourd'hui les zones à risque, vous le savez, sont malheureusement encore très nombreuses. Nous allons avoir l'occasion d'en parler. La pratique du métier dans ces zones pose un grand nombre de questions, et c'est celle-ci que nous allons évoquer avec les trois participants de cette première table ronde qui ont accepté de consacrer une partie de l'après-midi à ce débat. Trois participants que je vous présente. Alors tout de suite à ma droite, Massoud Hamid, qui est journaliste d'origine syrienne, kurde d'origine syrienne, qui vit aujourd'hui réfugié en France, qui a eu, il nous racontera son témoignage, qui a eu de grandes difficultés dans son pays il y a quelques années, et qui aujourd'hui finit des études de journalisme en France. Voilà, Massoud, nous, pas encore, mais enfin finira bientôt. Massoud nous en parlera. Évidemment, la Syrie sera certainement un des sujets que nous serons amenés à évoquer. Vous savez qu'aujourd'hui, il est très très difficile de pouvoir entrer en Syrie, qu'on ne peut pas y rentrer pratiquement officiellement pour un journaliste français ou occidental, que certains ont réussi, mais par des voies contournées. On en parlera peut-être. À sa droite, Florence Aubenas, que vous connaissez certainement, qui a été grand reporter dans des petits journaux, à Libération et au Nouvel Observateur, avant de rejoindre un grand journal. Enfin, c'est mal ? Non, qui a été grand reporter dans de grands journaux et qui a fait pendant longtemps du reportage dans des zones à risque, justement, dans un grand nombre de pays, au Rwanda, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak où Florence avait été prise en otage. On aura l'occasion de parler de cette expérience. Et puis maintenant, elle nous a rejoint comme grand reporter, où, après avoir écrit quelques best-sellers, elle nous a rejoint dans l'équipe des grands reporters. Et à sa droite, Christophe Deloire. Christophe Deloire est actuellement le patron du Centre de formation des journalistes. Il dirige l'école parisienne de journalisme. Il s'apprête à prendre une autre responsabilité cet été, qui a déjà été annoncée, c'est la direction générale de Reporters sans frontières. C'est à ce double titre qu'il est avec nous, puisque évidemment ces questions, il y a beaucoup réfléchi et eu l'occasion d'en débattre. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord que nous ayons peut-être un débat introductif entre nous à la tribune, et qu'ensuite le débat se noue entre la salle et nos interlocuteurs et nos intervenants. Alors d'abord, Massoud, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire votre propre expérience ? Vous avez reçu le prix de Reporters sans frontières il y a 7 ans, en 2005. Voilà. Oui. Voilà. Je m'appelle Massoud Ahmed, je suis syrien, kurde d'origine syrienne. Je suis en France depuis 5 ans et 3 mois presque. Je considérais comme un premier journaliste qui a pu prendre des photos d'une manifestation des enfants kurdes devant la UNESCO à Damas, et j'ai publié par l'Internet. Cette époque-là, il n'y a pas beaucoup d'Internet chez nous, mais en Syrie, depuis le début, il n'y a pas une manifestation autorisée pour le monde. C'est toutes les manifestations, il faudra que l'autoriser par l'État.
ou par les autorités syriennes. Et quand j'ai pu publier cette photo, c'était un bon témoignage que les enfants, devant la UNESCO, juste ils demandent d'apprendre sa langue kurde, que le régime ne veut pas reconnaître la nation kurde en Syrie. Donc à cause de nos photos, j'ai passé 3 ans en prison fermée. Et quand j'étais en 12e année de l'école de journalisme en Syrie, et c'est pas une prison normale. J'ai passé à 90 cm et mètre 90 cm. C'est-à-dire que c'était dans cette cellule sans lumière. Je mange, je ne sais pas, je mange quoi. Je bois, je ne sais pas, je bois quoi. Je dors, je ne sais pas si c'est la journée ou la nuit. Sauf quand le gardien il frappe la porte et me donne, ben voilà, c'est le petit déjeuner, ou soit les 2 journées, ou soit les dîners. Et donc, après 1 an et 3 mois, j'ai sorti les cellules et parfois, je sens que je suis tout seul dans les cellules, mais je réfléchis beaucoup au monde, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça et à qui j'envoyais mon message, les photos à qui j'envoyais. Mais après ça, j'ai attendu que j'ai eu le prix des Reporters sans frontières et ce prix, c'était un moral plus que d'autres choses parce qu'il m'a donné beaucoup de la force et le courage de continuer mon travail dans la prison même. Dans la prison, j'ai essayé de publier quelques articles aussi. Et vraiment, c'était un courageux. Et grâce à Reporters sans frontières, j'ai pu quitter la Syrie pour venir en France. En Syrie, j'étais interdit comme droit civil et de continuer mes études à l'école de journalisme. Ici, ça fait 5 ans ici, je viens de terminer mon Master 2 et je suis première année de doctorant à l'Institut français de presse. Encore, je dis grâce à Reporters sans frontières et mes professeurs à l'Institut français de presse que j'ai pu terminer mes études un peu aussi. Et je dis maintenant, mais si vous voulez qu'on parle sur le risque en Syrie pour l'instant, Aujourd'hui, vos relations avec la Syrie, vous êtes interdit. Ben bien sûr, j'ai interdit de rentrer en Syrie. Et, ma famille, parfois, ils ont des problèmes. Et mes amis, pendant la révolution syrienne, on a beaucoup de relations avec les journalistes syriens. Les journalistes syriens, ils ne peuvent pas travailler absolument maintenant, non, c'est interdit. Mais il y a d'autres manières de journalistes qui sortent en Syrie, c'est le jeune amateur. Le jeune amateur qui prend son appareil photo ou son petite caméra et ne sait pas quoi il filme, mais juste il sait qu'il filme une manifestation interdite, il filme une révolution, il essaie de publier au monde. Et depuis 2-3 mois, j'ai un ami qui était en Syrie, jeune amateur, et a été assassiné. Qui, on ne sait pas. Et il y a un grand écrivain qui aussi a été assassiné, il s'appelle Michel Tamos, c'est une personne, vraiment, c'était très très important. Et il a travaillé dans la chambre d'action des droits de l'homme, et il était un grand écrivain. À cause de ses opinions, a été assassiné. C'est qui, on ne sait pas encore. La Syrie, maintenant, c'est la relation, si on peut être un journaliste, il y a deux choses, soit on va mourir, soit on va être en prison. Et vous savez bien qu'il y a quelques journalistes étrangers occidentaux ont été tués en Syrie, et le régime toujours il dit que ce sont des terroristes, mais comme j'ai interviewé un des deux de mes amis journalistes, Jacques Duplessis, et ils disent non, c'est l'État qui nous a tués, qui a envoyé les roquettes vers nous. Et vous savez aussi, des journalistes américains, il y a presque 30 ans des journalistes et amateurs en Syrie ont été tués, ont été devenus une cible pour les militaires syriens. Je voudrais accueillir Agil Khalil qui vient de nous rejoindre, qui est journaliste azerbaïdjanais, qui est également réfugié en France. Je peux peut-être vous demander de faire part de votre témoignage parce que je crois que vous avez été menacé de mort à plusieurs reprises, que vous avez été attaqué, enfin que vous avez eu, avant de quitter votre pays, un certain nombre de difficultés. Merci. Bonjour, je m'appelle Agil Khalil, journaliste azerbaïdjanais. J'ai travaillé en... D'accord. Oui, je crois que ça... Ah oui, c'est bon. J'ai travaillé en Journal Liberté, c'est-à-dire Azadlig. J'ai commencé le 2007, début de 2007. Et je suis reporter. Je suis réfugié politique. Je suis venu en France par l'aide de Reporters sans frontières.
Et puis, comme Massoud, et puis, j'ai eu problème. D'abord, je me viens de rendre compte de mon petite histoire. Quand j'ai travaillé en Azerbaïdjan, j'ai eu problème. 2008, 22 février, j'ai été blessé. Merci. J'ai blessé quand j'ai préparé le reportage. Et 2008, après 20 jours, j'ai été poignardé par le service secret. En fait, j'ai préparé des reportages sur le service documental sur le service secret. À cause de ça, j'ai été poignardé. La même année, mois de mai, j'ai été poussé voir le métro. Heureusement, les personnes qui ont m'aidé. Puis, ça fait presque 4 ans. Le prochain mois, 24 juillet, il 4 ans que je suis en France. Et puis, je fais des diplômes université IFP, équivalent Master 1. J'aimerais bien de continuer mes études encore. L'année prochaine, c'est Master 2. Et puis... voilà. Merci Christophe Deloire. Vous allez prendre la responsabilité de Reporters sans frontières, qui est une association avec laquelle le monde travaille beaucoup, qui est une association qui vient en aide et qui milite pour la liberté de la presse, qui vient en aide à tous les journalistes dans le monde entier qui sont menacés sous une forme ou sous une autre par des États, des polices. Cette question du métier de journaliste dans les zones à risque, comment vous l'abordez à Reporters sans frontières ? D'abord, Reporters sans frontières est paradoxalement une association à la fois très connue et dont une bonne partie des activités sont méconnues. Florence a évidemment une relation privilégiée avec Reporters sans frontières, et c'est surtout à l'occasion des détentions d'otages français que Reporters sans frontières fait parler de soi. Mais, activité plus méconnue, Reporters sans frontières soutient, et là, Aguil et Massoud en sont des exemples parmi beaucoup d'autres, finalement, soutient des journalistes partout dans le monde, à la fois par des soutiens logistiques, pratiques, consistant, le cas échéant, à exfiltrer des gens, à leur apporter des soutiens sur place pour qu'ils puissent se protéger des autorités, et aussi des soutiens financiers à travers un budget de près de 500 000 € par an pour des bourses d'assistance très concrètes sur place et qui permettent aux journalistes de se protéger. Alors, si vous êtes là, si vous faites partie de l'association des lecteurs du monde, c'est que sans doute vous êtes sensible au journalisme, mais une bonne partie des citoyens s'interrogent sur l'intérêt de soutenir des journalistes, considérant que ce pourrait être une attitude quasi catégorielle défendant des intérêts d'un groupe particulier. Non, c'est évidemment pas ça, et Aguil et Massoud, et Florence aussi, naturellement, en sont des exemples. Défendre et promouvoir la liberté de l'information, et d'ailleurs c'est ce que fait RSF aujourd'hui, c'est pas simplement défendre et promouvoir la liberté de la presse, des journalistes, c'est de l'information en général, et tu évoquais tout à l'heure le cas des amateurs en Syrie qui participent à l'information, c'est défendre évidemment, et là sans employer des expressions très pompeuses, mais c'est défendre la démocratie, et c'est défendre aussi la capacité à résister à toutes sortes de plaies dans le monde, qu'il s'agisse de résister à des armées oppressives par l'information, à l'esclavage moderne, aux enfants soldats, etc. S'il n'y avait pas ce regard qui est celui des journalistes, et si ce regard n'était pas protégé, ou s'il n'y a pas ce regard des citoyens aujourd'hui, de ceux qu'on appelle les nets citoyens, parce qu'ils interviennent sur le réseau, alors toutes sortes de choses peuvent continuer à se produire sans qu'il soit possible d'y résister d'aucune manière. Et c'est aujourd'hui le travail de RSF. Et puis j'y reviendrai tout à l'heure, il y a aussi un travail aujourd'hui très, très important sur la question des nouvelles technologies. RSF défend... les journalistes défendent aussi la capacité des journalistes à protéger leurs sources, à protéger leurs contacts sur place, mais ça fera l'objet d'une intervention suivante.
Florence, tu as une expérience du métier dans ces zones à risque. La question c'est de faire part de ton expérience, de ce que tu en retires. Et puis, je te poserai la question, jusqu'où faut-il aller dans ces zones à risque? Jusqu'où peut-on envoyer? On comprend bien que les journalistes doivent être présents là où des régimes autoritaires, des régimes dictatoriaux, des régimes militaires, là où on veut empêcher la liberté de s'exprimer, mais dans quelle mesure on peut envoyer, on peut faire ce métier dans ces zones particulières? Oui, alors tout d'abord, c'est vrai que quand j'entends parler mes deux confrères, c'est vrai qu'on se sent, j'allais dire, et c'est très paradoxal, on se sent protégé. C'est-à-dire que quand on est un journaliste occidental, là en France, on vit bien, on exerce notre métier dans des conditions où en tout cas il ne nous arrive rien. Et même quand on va en Syrie ou dans d'autres pays, on a une espèce de protection du fait d'être un journaliste étranger dans un autre pays. Donc quel que soit ce qui vous arrive, il y a quand même cette lumière sur vous qui fait que, somme toute, on n'est pas 3 ans en prison comme vous l'avez été. Enfin, c'est d'autres choses. Donc ça, c'est la première des choses que je voulais dire. La seconde, vous vous en souvenez, il y a eu pour répondre à ta question, Eric, c'est vrai qu'il y a eu un débat il y a environ 2 ans qui avait été promu bizarrement par Bernard Kouchner, qui était de dire, voilà, maintenant, c'était à l'occasion de nos 2 confrères qui avaient été pris en Afghanistan. Et le débat était de dire, voilà, maintenant les journalistes, c'est trop dangereux, c'est un peu comme faire du ski en hors-piste, c'est-à-dire c'est trop de... Voilà, c'est pas un problème d'information, ils font n'importe quoi, etc. Vous vous souvenez, Monsieur Guéant, Monsieur Sarkozy avait dit tour à tour, oh là là, ils ont fait n'importe quoi, bon, ça va pas. Et donc, à l'Assemblée avait été porté un débat disant, voilà, à partir de maintenant, toute personne à qui il va arriver quelque chose à l'étranger, son entreprise pour laquelle il est là devra payer. Donc que ce soit du rapatriement, otages, etc. Quel que soit le problème encouru. Alors évidemment, vous vous doutez bien que pour ce qui est des journalistes et ce qui est des... Alors on n'est pas à Reva, nous. Hein. Donc pour ce qui est des... Non mais la différence, elle est là. Donc pour ce qui est des ONG et ce qui est des journalistes, le problème se posait. C'est-à-dire que comment vous faites dès lors pour... assumer même le fait d'envoyer des journalistes. On est tous assurés, il y a les journaux ont évidemment tout leur réseau. Mais ce point d'interrogation s'est posé concrètement. Alors, vu le débat que ça a suscité, on a retiré les ONG et les journalistes du projet de loi. Le projet de loi lui-même n'a jamais vu de décret, comme la plupart des projets de loi, j'allais dire. Moi, je suis mauvaise langue. Donc, vous savez qu'en France, on est baptisé le pays de la Déclaration des droits de l'homme, mais pas de leur application. Donc, en général, il y a des lois et... Voilà, en tout cas, cette loi-là n'a pas abouti réellement, c'est resté un petit peu en suspens. Donc, mais le problème se pose quotidiennement, c'est-à-dire est-ce qu'on envoie des gens en Syrie, quelle est la politique d'un journal, jusqu'où on va? Alors, pour un journaliste, c'est quelque chose d'extrêmement difficile de dire, voilà, il se passe un problème là-bas. On est en train de s'entretuer, la Syrie, tous les pays qu'on évoque aujourd'hui. Est-ce qu'on dit, nous, voilà, comme journalistes, écoutez, les gars, continuez à vous tirer dessus et nous, on revient dans 5 ans, interviewer quelques survivants. Donc, c'est très difficile, quand on fait de l'information, de raisonner comme ça, tout simplement. Et ça l'est d'autant plus qu'on sait tous, et Reporters sans frontières le sait aussi, qu'on a des confrères qui travaillent là-bas, qui prennent des risques énormes, et nous, on dit, oui, mais pour nous, c'est trop grave, pour vous, allez-y, mourrez, mais nous, c'est trop précieux. Donc c'est exactement sur ce fil qu'on évolue, c'est-à-dire où on va, comment on fait, en fonction de quelles normes de sécurité on évolue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi je me souviens en Irak, quand j'y suis allée, 2 de mes confrères étaient déjà en otage, donc je savais ce qui pouvait s'y passer. Et on a appliqué des consignes de sécurité extrêmement strictes, c'est-à-dire qu'il y avait des heures, moi-même je me promenais dans la rue, pas en jean, enfin on avait... Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc à partir de là, on est vraiment à chaque fois sur le fil. Et je crois qu'il faut dire par principe qu'on va partout. Moi, ça, c'est ma position. Alors je peux comprendre et concevoir quelle est l'ère un peu difficile à soutenir, mais je crois qu'on ne peut pas, quand on fait de l'information, dire, voilà, ces zones du monde, on y renonce. Ces zones du monde, on les oublie. Ça restera dans le noir jusqu'au moment où...
je crois que c'est vraiment, si on se revendique d'une déontologie, si on se revendique d'un métier qui a ses règles, qui a, voilà, on se dit on n'est pas un métier comme tout le monde, on défend réellement des libertés fondamentales, on est porteur de la liberté d'informer, on est porteur de ça, alors il faut l'assumer jusqu'au bout. Et je crois vraiment que c'est un principe sur lequel il ne faut pas revenir. Ce qui ne veut évidemment pas dire faire n'importe quoi. Mais je crois qu'il faut vraiment faire ça. Alors je sais que c'est un débat qui est toujours en cours. Alors l'autre chose que je voulais vous dire en préambule, c'est que c'est vrai qu'en Syrie aujourd'hui, plusieurs de nos confrères sont morts, des journalistes syriens, des journalistes français aussi, des journalistes un photographe américain, je crois. Oui. Donc il y a eu des gens très divers et ils sont morts parce qu'ils voulaient informer. Voilà, donc c'est très clair. C'est-à-dire c'est des gens qui allaient là, il ne fallait pas que des informations sortent. C'est la même chose de ce que nous racontait Massoud. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les informations sortent et à ce titre-là, on tue des journalistes. C'est-à-dire, on en tue un de temps en temps pour dire, voilà, celui qui rentre, il a des problèmes. Et celui qui rentre protégé par le régime, ce qui est vraiment arrivé à nos confrères de la télévision, exactement. On leur a dit, voilà, vous allez avoir une escorte, on va vous protéger, etc. Et c'est quasiment dans le cadre de cette escorte qu'ils ont été tués. Donc le message est très clair. Donc voilà. Bien sûr que vous pouvez rentrer, demander vos visas, bienvenue au cimetière, quoi. Donc c'est vraiment voilà, c'était pour ça. Moi, ce qui m'est arrivé, et je crois que le monde se sépare en deux pour ça, c'est-à-dire que quand j'ai été enlevée, mes ravisseurs m'ont dit, voilà, alors vous êtes journaliste, vous travaillez pour un journal, donc vous savez, vous avez toujours un petit procès au départ, comme quand vous êtes otage, enfin souvent en tout cas, on vous dit, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes en réalité un agent secret, enfin bon bref, tout un tas de choses comme ça. Et ensuite, assez vite, moi j'étais je suis assez premier degré, donc je disais, mais non, pas du tout, je suis journaliste, c'est faux, etc. Je travaille pour tel journal. Et donc, alors c'était à l'époque le petit journal Libération, comme dit ce mauvais joueur. Hein. Donc je leur dis, voilà, je travaille pour Libération, j'ai fait des articles, etc. Et alors, emporté par mon élan, je dis, d'ailleurs, vous pouvez les consulter sur Internet. Voilà, j'ai fait un article là-dessus. Et d'autant que j'avais été enlevée dans le cadre d'un article que je faisais sur des réfugiés, des gens... ceux qui m'ont enlevé défendaient la cause de ces gens qui avaient été réfugiés, qui étaient des victimes des bombardements américains. Donc c'était pour le moins paradoxal. Donc je leur dis tout ça. Et au bout d'un moment, je comprends qu'ils ne tenaient même pas à savoir pour quel journal je travaillais. Ce que je pouvais écrire, ça ne les intéressait pas. Voilà. Et on était des cibles tout bêtement parce qu'on était journaliste et donc en vue. Et j'allais dire, c'est presque le pire quand vous êtes là en vous disant, voilà, moi je suis là pour les libertés, je suis là pour informer, je suis là pour faire ça. Et en fait, on ne vous enlève... Ce que vous pouvez écrire n'a aucune importance, que vous défendiez une thèse ou une autre, peu importe. Ce qui compte, c'est votre prix. Voilà. Donc je crois vraiment que c'est une des choses... voilà, c'est le cas aussi dans une partie de l'Afrique, c'est le cas dans beaucoup de pays. Et donc, ce qu'on peut écrire n'a même plus d'importance. Et j'allais dire, c'est vraiment un coup au moral quand vous apprenez ça, vous dites encore, bon, je suis enlevé parce que je suis journaliste, ce que j'écris est très important. J'allais presque dire, ça, dans une détention, ça vous tient compagnie. Vous dites, voilà, ben oui, c'est vrai, vous êtes là pour ça, parce que vous avez fait votre boulot, parce que... et moi, je dois le dire, je ne l'ai pas regretté, je savais pourquoi j'étais là, je savais pourquoi je défendais ma venue en Irak. Et quand on vous dit, ouais, ce que vous pouvez écrire, c'est pas bien grave, nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'ambassade a l'œil sur vous, c'est sûr que votre mission sacrée de journaliste, elle en prend un coup. Et c'est ces deux choses, on est en train de naviguer entre ces deux choses, entre le fait qu'on est considéré comme très dangereux, et pas du tout dangereux, mais avec beaucoup de prix. Et la condition de la presse, elle est un peu celle-là aujourd'hui. Voilà. Je voudrais demander à Massoud et à Agile peut-être de réagir à ce que vient de dire Florence. Évidemment, je ne peux, comme directeur du journal, qu'adhérer à ce que Florence dit. C'est que le principe, c'est qu'évidemment, notre mission, c'est d'informer sur ce qui se passe. Donc, ce qui se passe dans les pays où la répression est la plus violente. Donc, notre mission, c'est bien sûr d'envoyer des journalistes. Mais moi, comme directeur de journal, c'est pas seulement un problème financier, c'est un problème aussi humain, un problème personnel, un problème de vie. C'est-à-dire que si j'envoie un journaliste dans ces régions à risque, comme son nom l'indique, c'est avec des risques.
et avec le pire des risques que vous avez évoqué pour certains de vos amis. Alors, Massoud, si si un journaliste vient vous voir et vous dit, voilà, je voudrais aller en Syrie, je pense qu'il faut que j'aille en Syrie parce qu'il faut que je fasse des reportages sur ce qui se passe là-bas, qu'est-ce que vous lui dites ? Tout d'abord, je veux dire, quand j'étais en prison, j'ai écouté par une petite radio, mauvaise radio, que François était otage. J'étais très triste pour elle. J'étais en prison, mais j'étais triste pour elle. Et dans une petite chanson qu'il chante sur elle dans Radio Monte Carlo. Tout ce que vous venez me dire, oui, bien sûr, depuis quelques mois, je suis en train de préparer un voyage en Syrie avec 2 journalistes. C'était Roméo, qui est le reporter de France 24, qui était en otage en Colombie. On a annulé ça parce qu'il était en otage. Et pour moi, ça me fait beaucoup plaisir et ça me donne beaucoup de courage d'aller en Syrie maintenant aussi. Si je dis, voilà, je vais aller là-bas, je vais mourir, et voilà, je laisse tomber des milliers de gens qui vont mourir. Et les régimes, ils vont dire, voilà, ce sont des terroristes. À mon avis, il faut absolument qu'on aille, il faut absolument qu'on voit, parce que c'est notre métier. Les métiers de journalistes, c'est les métiers les plus dangereux du monde. C'est pas comme un avocat, je suis sur une chaise. Je suis désolé, peut-être il y a des... Il n'y a pas d'avocat ici, oui, c'est vrai. Et d'autres métiers, comme voilà, nous, on est journalistes, quand on a pris ce métier, on sait bien que ce métier, on va dans une zone de guerre, zone de risque. Il y a des choses qui vont se passer contre nous, c'est pas comme les autres. Pour moi, je ne peux pas aller en Syrie parce que c'est interdit par la loi française qui m'a interdit d'aller en Syrie. Je peux aller dans tout le monde, sauf la Syrie. Si je vais aller en Syrie, parce que vous êtes réfugié. Parce que je suis réfugié politique et ça parfois qui me bloque de continuer mon travail et parfois je ne peux pas dire m'énerve, mais parfois ça m'énerve aussi parce que je peux pas faire des choses que je veux. Et je vois mes amis comme François aussi l'a dit, Gilles Jacquier et Jacques de Plessis. Je lui ai dit il faut que tu passes par cette frontière, c'est pas par l'autre. Il est allé avec un visa normal, il est allé en Syrie, mais finalement Gilles Jacquier a payé. Mais on sait bien, si je vais en Syrie, le risque sera 90%. Et j'ai dit à mes amis aussi, Étienne et Roméo, dès qu'on va là-bas, on va avoir des risques. Mais c'est le journaliste. Les journalistes, il faut le courage beaucoup, il faut qu'ils travaillent. Il faut que c'est nous, entre les gens occidentaux et les zones de risque. Et dès qu'on envoie des messages des gens en occidentaux pour vous, que vous pouvez nous soutenir parce que grâce à vous, qu'on aura le courage, on travaille plus, on peut avancer plus dans notre métier. Si je vais envoyer des messages et personne n'écoute, si je dis, voilà, nous, on meurt là et personne n'écoute, on dit, voilà, laisse tomber, qu'est-ce qu'on va faire après? Et pour nous, vraiment, si moi, je peux dire, voilà, il faut qu'on aille. Il faut c'est pas qu'en Syrie, en Irak, en Afghanistan, mais il faut qu'on se méfie aussi parce que je sais bien que les journalistes les ciblent pour les terroristes, pour les gens, pour les pirates, pour tous, pour avoir d'argent dès que les journalistes deviennent en otage. Je suis désolé, je ne peux pas exprimer comme François, mais à cause de ma langue. Mais... C'est parfait, c'est très très agile. Oui. Par rapport au... Oui, c'est bon. Par rapport en Syrie, en Azerbaïdjan, c'est pas très pire, mais quand même, si on va aller en Azerbaïdjan, on a à l'aéroport, ils ont bien sûr qu'ils accueillir par le service secret. Ils ont suivi partout, parce qu'on a eu ce journaliste norvégien ou journaliste suédois, ils ont blessé aussi, ils ont arrêté par police quand ils ont pris de reportage. Et puis, tous les documents, ils ont supprimé. Mais il n'y a pas de... Chez nous, par rapport aux journalistes étrangers, aux journalistes azerbaïdjanais, il n'y a pas beaucoup de risques. Bien sûr, peut-être ça peut être blessé, mais il n'y a pas de... heureusement, on n'a pas eu le mourir assassiné. Mais si, par exemple, le futur, il y a comme en Syrie, en Libye, ce qui est passé l'année dernière, peut-être ça peut être ça, peut-être ça peut être le risque. Ouais. Christophe Deloy, est-ce que les directeurs de journaux doivent envoyer des journalistes dans ces pays à risque?
Alors, on m'oblige à prendre parti. Non, évidemment qu'ils le doivent. Ils doivent aussi mettre en œuvre des dispositifs afin de limiter les risques. Et une grande rédaction, comme celle de la BBC, a mis en place tout un dispositif très codifié permettant de limiter les risques. Les journalistes qui partent, avant de partir, ont respecté, enfin c'est comme quand un avion décolle et qu'on doit respecter toutes sortes de prescriptions, c'est le cas. Si ça vous intéresse d'ailleurs, ces éléments de la BBC sont rappelés dans un livre publié par Reporters sans frontières en partenariat avec l'UNESCO qui s'appelle Le Guide du journaliste. C'est extrêmement précis. Les journalistes qui partent sont même soumis au fait de signer des documents dans lesquels ils donnent des indications très précises, y compris ça va jusqu'aux coordonnées de leur entourage, groupe sanguin, etc., de manière à pouvoir, le cas échéant, enfin d'abord, pouvoir évidemment limiter les risques, et le cas échéant, une fois que les risques se seraient avérés tellement grands qu'ils auraient été retenus ou blessés, etc., de manière à y remédier le plus possible. Et ça, je crois que ces systèmes-là doivent pouvoir être mis en place. En fait, les journalistes encourent deux types de dangers, je dirais. Sous nos latitudes, et partout, des dangers externes et des dangers internes. Les dangers externes, c'est les dangers classiques, alors physiques, pas tellement en France, physique pour les journalistes français, évidemment, lorsqu'ils partent sur des théâtres, sur des terrains extrêmement difficiles. Il peut y avoir le sentiment... Et tout à l'heure, Eric Israelevich, tu disais, les jeunes gens qui débutent ou qui s'intéressent au journalisme se limitent le journalisme à soit journaliste présentateur du journal télévisé, soit grand reporter. Et c'est vrai que très souvent, moi j'ai perçu, apparaît la question, c'est un métier dangereux. Alors même que pour une bonne partie de la profession, en France, ça n'est pas un métier formidablement dangereux. Sauf qu'il y a les dangers internes qui sont, le cas échéant, la couardise, l'imprécision, toutes sortes de choses contre lesquelles il faut résister. Mais dans certains pays, qu'on soit un journaliste du pays ou qu'on soit un reporter envoyé, par exemple, de France sur place, les dangers externes ont une telle intensité que ça relativise les dangers internes. En 2011, RSF, pour la première fois, a publié un condensé des lieux les plus dangereux au monde. Et ce dont on s'aperçoit, au fur et à mesure, il y a toujours... Chaque année, malheureusement, dans le monde, entre 60 et 80 journalistes qui sont assassinés, un millier qui sont arrêtés, 2000 qui sont agressés ou d'une manière ou d'une autre, ou qui subissent des violences. L'évolution, c'est que ces violences ne sont pas nécessairement et sont de moins en moins d'origine gouvernementale et de plus en plus infligées par des groupuscules, des factions, des groupes paramilitaires. Et dans les lieux, par exemple, les plus dangereux, alors il y avait évidemment les lieux du printemps arabe, de la place Tahrir à l'équivalent au Yémen, mais il y a aussi des lieux où ce sont pas les gouvernements. Alors on peut considérer que les gouvernements ne réagissent pas assez à l'influence de groupes paramilitaires ou de mafias, mais l'un des lieux les plus dangereux, par exemple, c'est l'État, et c'est toujours l'État de Veracruz au Mexique, où au cours de la dernière année, il y a eu plus d'une dizaine de morts. Et le dernier d'entre eux, d'ailleurs, a été retrouvé, son cadavre a été retrouvé le 14 juin. C'était un reporter d'un hebdomadaire local. Et un groupe paramilitaire, Los Zetas, avait écrit à côté de son cadavre « Voilà ce qui arrive à ceux qui trahissent et qui veulent faire les malins ». Ça, c'était il y a seulement quelques jours, mais c'est absolument récurrent. Et ça, alors, tant pour une organisation comme Reporters sans frontières que plus largement, c'est malheureux, enfin, d'une certaine manière, c'est malheureusement beaucoup plus difficile de s'adresser et d'utiliser les techniques utilisées habituellement, c'est-à-dire de plaidoirie, d'écrire des lettres de protestation, de faire des campagnes à l'encontre de mafias que de gouvernements ou d'organismes étatiques. Florence, comment peut-on, justement, quand on est dans une de ces zones à risque, pour un journaliste, limiter ces risques un peu, quelles sont les précautions, est-ce qu'il en existe quand on est sur le terrain ?
Alors, il y a eu, il y a, pour ce qui est des terrains alors il y en a de moins en moins, bizarrement, de guerre conventionnelle. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui se tirent dessus, comme en 14-18, j'allais dire, vous voyez, une ligne de front, des gens, voilà. Donc là, il y a des formations à l'armée. L'armée française assure des formations pour les journalistes de guerre au sens presque militaire du terme. Donc ça, c'est une des choses. En revanche, pour ce qui sont les guerres aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des guerres qui n'ont pas, pour la majorité d'entre elles, cette forme-là, et qui sont des guerres, des poches de violence, enfin, en réalité, plus que des guerres réelles au sens de deux armées qui se tirent dessus. Donc là, il y a, je pense, des précautions à prendre en fonction des pays où on est. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes là où on est. Et c'est vrai qu'on met en place, dès qu'on arrive, je me souviens en Irak ou en Afghanistan ensuite, on met en place avec le journal, avec les gens avec lesquels on travaille là-bas, hein, la façon dont ça se passe en général, quand il y a un conflit qui dure relativement longtemps, un journal fait ce qu'il appelle des relèves. Hein. Donc en permanence, on est présent. Quand il y a la guerre en 2001 en Afghanistan, des journalistes du Monde, de Libération, etc., se relayent les uns après les autres pour qu'il y ait toujours quelqu'un sur place. En Irak, ça a été le cas à la chute de Saddam Hussein. Ce serait le cas en Syrie si on pouvait y travailler, ça ne l'est pas. Donc, mais c'est vrai que le système est celui-là. Et donc sur place se crée une sorte de petit bureau du journal avec un traducteur, un chauffeur, etc. Et avec eux, on met en place des protocoles de sécurité en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc, est-ce qu'il faut s'habiller d'une certaine manière? À quelle heure faut-il rentrer? À quelle heure faut-il partir? Est-ce qu'il faut varier de trajet? Donc, c'est vraiment j'allais dire presque des choses très techniques et des choses auxquelles on est extrêmement attentif. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on part avec un couteau suisse et un billet d'avion. Et or, pas du tout. Enfin, c'est vraiment les journalistes sont extrêmement responsables et pour cause de l'endroit où mettre les pieds. Donc à chaque fois, on sait à quel endroit il faut aller, à Sarajevo, à quel hôtel il faut descendre pour ne pas être sur la ligne de front. Enfin, c'est des choses extrêmement codifiées. Donc on essaye c'est vrai qu'on essaye de limiter les risques. Maintenant, c'est extrêmement difficile et par définition, les zones de violence ne sont pas... On peut faire ce qu'on veut, mais ça reste compliqué. Et une des dernières choses, c'est vrai qu'on parlait des journalistes travaillant dans leur propre pays, dans des zones de violence. Et je pensais à Anna Politkovskaya, vous en avez entendu parler, évidemment, cette journaliste russe qui a été assassinée. Et c'est une chose qui m'a beaucoup troublée, c'est-à-dire qu'elle a été assassinée donc, dans son pays. Elle était c'était en lien avec le fameux conflit tchétchène qui perdure toujours aujourd'hui, et pour lequel elle avait pris certaines positions. Et c'est vrai que j'ai une consoeur, d'ailleurs du Monde, qui était partie là-bas, et je lui dis, tu vas aller voir, ça tombe, comment ça se passe, etc. Et là-bas, dans son propre pays, elle était extrêmement mal vue. C'est-à-dire que les gens se désintéressaient complètement, ne prenaient pas du tout. Ici, on a pris pour elle fait et cause, et pour nous, c'est vraiment quelqu'un qu'on défend au nom de la liberté de la presse. À Moscou, pas du tout. Y compris, j'allais dire, dans la population. Quel risque on prend, pourquoi on le prend, et de quelle manière c'est aussi pris, et je m'adresse à vous puisque vous êtes des lecteurs, donc d'une certaine manière l'opinion publique, et aussi quelque chose d'extrêmement curieux à appréhender, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait un journaliste? Est-ce que ça c'était du courage? Est-ce que ça c'était... elle est vue comme quelqu'un qui a trahi le régime à peu près, hein, je sais... Hein, à Moscou, c'est pas du tout. Elle est une héroïne ici, elle ne l'est pas là-bas. Parce qu'il n'y avait pas d'opposition en Russie au moment où vous y étiez. Maintenant, les manifestations. Bien sûr, mais non, mais bien sûr qu'il y a des Russes qui la soutiennent. Ont peur, enfin, sont lassés des mouvements populaires et préfèrent ne pas voir, ne pas connaître. Enfin, oui, c'est une certaine situation. Et je pense. Mais c'est ça une zone à risque. Hein. C'est très exactement ça qu'on appelle. Bien sûr, mais une zone à risque, c'est ça aussi. C'est-à-dire c'est une zone où, ici, on a l'impression que la ligne de partage entre le bien, le mal, ce qui a raison, qui a tort, est extrêmement facile à tracer. Or, je vous racontais ça justement pour dire que cette ligne sur place n'est pas toujours facile à tracer. Peut-être les uns et les autres, je passe la parole à Christophe, mais je voudrais poser une question suivante, mais chacun aura la possibilité. C'est, est-ce que, pour faire simple,
Internet ne modifie pas la donne. C'est-à-dire que en Syrie, il doit y avoir des millions, des milliers d'internautes, de gens qui pianotent sur Internet. Est-ce qu'ils ne sont pas... nous sommes tous journalistes aujourd'hui avec Internet. Donc nous avons beaucoup de journalistes susceptibles de témoigner à partir d'Internet, d'apporter au reste du monde des informations. Est-ce que ça ne modifie pas un peu la donne? Je sais pas. Oui, en Syrie maintenant, mais il faut qu'on sache aussi le réseau d'Internet se coupe. Et il n'y a pas de bon réseau, on ne peut pas mettre les vidéos sur la ligne, en ligne. Mais grâce au pays autour de la Syrie, par exemple la Turquie, le Jordanie, l'Irak, au nord d'Irak, le Kurdistan, grâce à eux, on peut utiliser le réseau. Et la dernière fois, on a envoyé quelques SIM cards puces et le VEN, il s'appelle VEN, c'est le droit léger, grâce à RSF aussi, et les gens qu'on a envoyés à des jeunes amateurs pour qu'ils puissent travailler très fort et plus vite. On ne peut pas dire tout le monde qu'ils sont devenus un journaliste par soi. Le mois d'avril l'année dernière, j'ai vérifié les vidéos des amateurs avec France 24. Mais on a eu beaucoup de problèmes. C'est mon pays que je ne connais pas très très bien. Mais j'ai un projet aussi pour faire ça. Si on peut aider des journalistes, on a amélioré la qualité des jeunes amateurs. Comment on peut vérifier de vidéos? Parce que si on a une vidéo et je ne sais pas ces vidéos viennent d'où, il faut que j'appelle les gens, il faut que je perde beaucoup de temps. Mais si on leur donne des cours, comment ils veulent vérifier vraiment le vidéo, par exemple, de quelle ville et quand et dans quelle rue, ça aussi, ça peut être bien pour les jeunes amateurs. Mais on ne peut pas dire tout le monde sont devenus journalistes, surtout dans les zones comme la Syrie. Il y a les gens qui filment les petits jeunes. Je sais qu'il y a un enfant 14 ans. Le grand, il ne peut pas filmer. Il y a un enfant 14 ans qui filme en cachette et pour envoyer les vidéos au monde. Mais je ne peux pas dire que ça, c'est un journaliste. Mais c'est une personne, moi, je peux considérer, c'est une personne qui aime la liberté et il pense, peut-être il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, mais à la prochaine, il va savoir qu'il a fait ça pour la liberté de la presse, la liberté d'opinion, pour que son pays soit un pays libre. Il peut parler librement sa langue, il peut exprimer librement, comme vous avez déjà payé pour la liberté d'opinion, pour la liberté de presse. La Révolution française, ça a été en 1881, ça a été la loi de la liberté de la presse, on a considéré ça. Mais nous, en Syrie, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a une presse, il n'y a pas un média, c'est tout quelques papiers pour la propagande, pour un régime autoritaire, un régime dictateur. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, il y a un vrai journaliste. J'étais un deuxième année journaliste, je ne sais pas c'est quoi la caméra. Je ne sais pas c'est quoi le vidéo. Je ne peux pas travailler dans un journal. Il faut que je sois pro-régime. Et je ne sais pas c'est quoi la télévision. Il faut que je signe pour le régime ou les autorités. Ben voilà, je suis avec vous. Tout ce que vous m'avez dit, c'est OK pour vous. Eh ben, c'est pas le métier du journaliste. Le métier du journaliste, vraiment, il faut qu'il y aura des informations propres et un voix au monde. C'est eux qui vont considérer c'est quoi cette information. Oui, merci. Christophe. Les supports numériques que vous évoquiez, ça représente de formidables potentialités éditoriales. Mais ça représente aussi des dangers supplémentaires. Et à RSF, on a un credo, c'est qu'un journaliste qui part sur des terrains dangereux doit partir avec un gilet pare-balles et un casque, et nous en prêtons à ceux qui le souhaitent, mais doit aussi partir avec un kit de survie numérique. Parce que, à cause de toutes les données qui peuvent être stockées sur les supports numériques, des dangers supplémentaires se font jour pour toutes les personnes que nous, journalistes, rencontrons. Et tout ce que nous enregistrons, le jour où nous sortons du pays, où nous sommes arrêtés, même pour quelques heures, même sans être torturés, simplement où les supports sont empruntés par les services locaux pendant quelques heures, peut nuire, et là pour le coup de manière extrêmement grave, à ceux qui figurent, dont les identités par exemple figurent sur ce support. Et ça peut être des choses tout à fait simples, ne serait-ce que des vidéos. Récemment, la Columbia Journalism Review, donc la revue de l'école de journalisme de l'université Columbia à New York, a raconté une histoire assez effarante d'un journaliste, un grand journaliste britannique qui s'appelle Sean McAllister, lauréat de nombreux prix, qui est parti en Syrie, qui a enregistré des interviews avec toutes sortes de personnes clandestines,
notamment un jeune homme surnommé Cardor. Je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin, c'était son surnom à l'écrit. Et lequel était un jeune homme qui, en Syrie, met en place des... Peut-être le connais-tu, qui met en place pour la résistance des systèmes de sécurité, d'anonymisation numérique. Et l'engagement du journaliste britannique, c'était « je vais rentrer chez moi, je vais monter le sujet, et à l'antenne, on va flouter l'image, et votre anonymat sera garanti. » Sauf que Sean McAllister a passé 5 heures, seulement 5 heures, qui se sont bien passées pour lui en détention, et ces images sont arrivées aux mains de la police. Et donc il a fallu que ce jeune homme, mais d'autres que Sean McAllister avait rencontrés, fuient le pays, soient exfiltrés ou aillent dans d'autres régions de manière la plus anonyme possible. Et donc ça, il est important, et nous, RSF, on propose là-dessus des moyens de coder, de crypter les messages, les communications, d'avoir des clés USB, par exemple, dont les informations puissent être aussitôt neutralisées en cas de besoin. Alors, il y a eu aussi, sur ce sujet-là, un papier, il n'y a pas très longtemps, dans le New York Times, et qui expliquait aussi que les journalistes qui sont parfois dans ce curieux paradoxe d'être prêts à résister vraiment au péril de leur intégrité, au fait de communiquer leurs sources, avec un vrai sens moral, mais en revanche prennent des risques sans s'en rendre compte sur ces questions. Et pour l'anecdote, l'article du New York Times disait que dans l'affaire Wikileaks, que le monde connaît bien, le patron à l'époque, l'équivalent d'Eric au New York Times, Bill Keller, et l'équivalent au Guardian, Alan Rusbridger, avaient communiqué sans cryptage de leur communication et que ça avait représenté un danger. Alors je ne sais pas ce qu'il en a été pour le monde, mais... Je vous propose maintenant, peut-être, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, oui, pour qu'on ait... monsieur, pardon. J'avais une question, mais vous avez commencé à y répondre sur les sources. La protection des sources, et comment vous... Moi, j'avais 2 questions, mais vous avez commencé à y répondre, monsieur Deloire, sur les sources, la protection des sources. Mais c'est comment vous travaillez et préparez le contact avec ces sources. Parce qu'il y a effectivement la vidéo, mais il n'y a pas que ça. C'est la première question. Et la seconde, qui adresse à Florence Menos, qui vient d'un petit journal et qui est venu dans un grand journal. Bienvenue au grand journal en tant que société de lecteurs. C'est comment vous travaillez dans les journalistes avec la concurrence, avec les autres journalistes. On peut penser qu'il y a des informations qui se partagent, mais il y a aussi de la concurrence qui est bien normale. Et comment ça se passe là? D'un mot peut-être. Sur la sécurité des sources, c'est la même problématique que la sécurité de la qualité de l'information. Il y a un système de concurrence, mais pour vérifier l'information, il faut du temps, et donc il faut savoir résister à l'obsession de la concurrence immédiate. Sur la sécurité, c'est la même chose. Mettre en place un réseau virtuel personnel pour communiquer de manière cryptée, mettre en place des dispositifs, ça prend incomparablement plus de temps que décrocher son téléphone, appeler quelqu'un sur son portable et en se disant « il sera peut-être écouté, mais bon, tant pis, je suis pressé ». C'est la même chose. Il faut savoir résister à l'urgence pour mettre en place des dispositifs qui, à long terme, se révéleront fructueux, mais qui, à court terme, ne sont pas payants. Oui, alors pour les sources dans des pays compliqués, mais alors je mets là-dedans, par exemple, la Tunisie de Ben Ali ou des endroits comme ça. C'est vrai que nous, on n'a pas ce problème d'image. En revanche, on a tous les problèmes de téléphone, contact, nom, etc. Et alors, moi, j'ai toujours tout sur moi. C'est-à-dire on fait des petits carnets avec les noms et les gens qu'on connaît, etc. Ils ne sont jamais dans la... Enfin, c'est-à-dire, il ne faut rien laisser derrière soi, il ne faut rien laisser dans sa chambre d'hôtel, rien laisser nulle part. Tout est toujours fouillé, passé au crible, etc. Donc tout est toujours sur soi, plus ou moins... Enfin, caché, chacun a ses petites cachettes. Hein. Donc, enfin, pas dans les poches, mais bon. Donc comme ça, y compris quand on passe la douane à l'aéroport. Enfin, c'est vraiment une petite gymnastique. Hein. Donc où est-ce qu'on planque ses carnets d'adresse, etc. Il y a des gens, mais c'est des fois une conversation, j'allais dire, d'intendance entre journalistes le soir. Où est-ce que tu l'as mis? Certains les planquent dans les chambres d'hôtel. Vous le voyez d'ailleurs dans certains films de Hitchcock, ça paraît bizarre. Mais derrière les tableaux dans les chambres d'hôtel, dans les trucs comme ça. Moi, j'ai toujours tout sur moi, ça me semble plus sûr. Donc je ne sors jamais sans, je ne laisse jamais rien traîner. Alors, on a des problèmes d'ordinateur, donc il faut faire très attention à ce qu'on laisse dans son ordinateur. Si possible, on part avec un ordinateur dans le vide, tout vidé quand on
quand on arrive. Mais c'est vraiment une gymnastique. Alors là, faut faire très attention. Hein. C'est pas drôle du tout. Moi, 2 ou 3 fois, quand j'avais des documents confidentiels à faire sortir ou des carnets par exemple, ou des choses comme ça, on les fait sortir par d'autres gens que soi. C'est-à-dire qu'on s'est mis en mèche avec X ou Y personnes dans le pays, qui est dans les affaires, dans la diplomatie ou peu importe quoi, et on leur donne nous ce qu'on veut passer. On transfère le risque là. C'est l'autre personne. Eux, ils sont pas susceptibles d'être. D'accord. Donc ça, ou alors des gens avec dans des moyens sûrs de sortie de choses, quoi. Mais c'est vraiment une préoccupation importante. Alors ce qui est toujours très émouvant, je veux dire, quand on est journaliste, c'est que sur place, les gens sont extrêmement attachés à témoigner. C'est vrai qu'on pourrait se dire comment des jeunes gens peuvent se laisser filmer par un tel en disant je vais vous flouter. Enfin, lui aussi sait qu'il peut être arrêté, lui aussi sait qu'il peut être gardé 5 heures dans un commissariat, etc. Finalement, il connaît mieux le risque presque que le journaliste naïf et rose débarqué de l'avion, quoi. Et les gens ont une espèce de volonté. Moi, chaque fois, je trouve ça important. Par exemple, il me dit voilà mon nom. Alors je dis bon, j'essaie dans ma tête de trouver comment l'écrire dans mon carnet. Alors je rajoute des lettres pour voilà, comme des codes pour ne pas qu'on trouve le nom dans mes carnets. Et les gens disent mais ne vous trompez pas en l'écrivant, mettez bien mon nom. Non mais c'est émouvant quand on sait ce qu'ils risquent, etc. Alors on leur dit ouais mais je veux pas vous faire prendre des risques, etc. Il dit mais moi le plus grand risque c'est que, et ça m'a été dit beaucoup de fois, notamment en Afrique, dans les pays d'Afrique, c'est le plus gros risque pour moi serait qu'on ne sache pas que j'ai existé. Les gens ont l'impression d'être dans une telle incertitude de vie, dans un tel d'être si peu de choses, j'allais dire, dans une espèce de tourbillon de l'histoire et de la violence, qui veulent avoir. Je me souviens au moment du Rwanda, du génocide, des post-génocides, les gens voulaient être photographiés, ça paraît incroyable, malgré des risques, malgré des choses, en disant parce que sinon personne ne saura que j'ai existé. Et c'était très impressionnant. Et ça arrive beaucoup dans ces pays-là, et en particulier des gens qui ont un engagement, les Kurdes, tout le problème kurde tourne autour de ça, un engagement très fort pour une cause ou une autre. Et ils vont au-delà de... Presque c'est eux qui vous disent « mais c'est pas grave », etc. Donc vous, évidemment, vous avez charge d'âme, donc vous essayez dans la mesure du possible de ne pas le faire. Mais c'est vrai que eux ont un courage incroyable, enfin, que moi je trouve incroyable, bien plus que nous, j'allais dire. Et la seconde chose, c'est, vous parliez de la concurrence. Alors c'est vrai que cette concurrence, elle est importante. Alors elle vise à se réduire parce que comme il y a Internet, etc. Mais pendant très longtemps, le premier à arriver, je dis n'importe quoi, à Sarajevo, le premier à arriver à Kaboul, c'était une espèce de course entre les journaux, hein, donc en France comme ailleurs d'ailleurs. Et donc c'était celui qui devait arriver au prix de risque. Hein. Je pense en particulier à une consoeur de RFI, un confrère de RTL qui sont morts parce qu'ils ont grimpé sur un char en disant tiens ça va nous permettre de passer la frontière. Mais c'est ça. Et donc il y a cette espèce de concurrence entre les gens. Alors il faut le pondérer, c'est-à-dire que quand on est tous là-bas, les gens se serrent les coudes, c'est-à-dire qu'ils s'aident entre eux. Enfin, je vous dis encore une fois, l'exemple du Rwanda me vient en tête. Il y avait eu une opération militaire dans la ville en disant voilà, on va dégager tous les journalistes. Donc tout le monde s'était planqué on s'était tous passé le mot, on s'était tous planqués dans les chambres pour rester. Hein. Donc ça avait été tout un truc. Et je vous dis pour l'anecdote, il y avait juste... On essayait de prévenir tout le monde, donc il y avait des gens qui passaient de chambre en chambre en disant attention, ils arrivent, cachez-vous ici, cachez-vous là, etc. Et on a à peu près la liste, on fait des listes entre nous pour pas qu'on oublie quelqu'un. Et il y avait une fille de CNN qu'on trouvait pas. Et on se disait c'est pas possible, où est-ce qu'elle est, on peut pas la laisser comme ça, etc. Et en fait, elle avait une aventure clandestine avec un type de la BBC. Et donc elle était déjà cachée quand... Et alors il y a des vaudevilles comme ça, et du coup nous on était paniqués, les gens on savait plus comment faire, enfin c'était... Alors c'est vrai que c'est... mais sur place, après, dans ce qui est risque, dans ce qui est des choses comme ça, il y a une très très grande solidarité. Donc ça c'est la chose. Et la deuxième chose, alors ça c'est vous savez, les journalistes ont chacun un peu sa déontologie. Je pense que sur ce qui est des droits de l'homme, sur ce qui est des libertés fondamentales, toutes ces choses-là qu'on rencontre en Azerbaïdjan, en Syrie ou dans des pays comme ça, pour moi, il n'y a pas de scoop à faire. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui disent
ah, il y a un charnier, je me rappelle au Kosovo, c'était la course au charnier. Alors c'est abject, c'est-à-dire, réellement, hein, c'est-à-dire qu'on dit, ah, il y a un charnier dans un petit village, mais moi j'en ai eu un hier, mais qui avait moins de morts, etc. Donc à un moment, c'est vrai que vous vous sentez sale. Voilà, c'est une conversation dont vous avez honte. Et là, je pense qu'il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire que quand vous avez une information qui tient à ça, qui tient à dire, voilà, il y a eu des tueries massives à tel endroit, il faut partager l'information. Voilà, on ne fait pas la course pour des dénonciations de cet ordre-là. Après, vous n'êtes pas responsable de ce que font les autres. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous savez, vous avez un peu cette sensation d'être un chirurgien en train d'opérer quelqu'un. Et au Kosovo, où chaque village était un village martyr en réalité, hein, donc c'était des conversations épouvantables, je veux dire, mais réellement épouvantables. À un moment, c'était même, moi, j'arrivais plus à les avoir. C'est-à-dire que vous aviez chaque jour, à l'endroit où vous étiez, des habitants venaient dire, moi dans mon village il s'est passé ça, les gens ont été enterrés dans telle grange, etc. Et vous appelez le journal en disant oui, c'est passé ça, le journal ou la radio, enfin tu nous as déjà fait un charnier hier. Vous voyez, donc c'est vrai que c'est il y a des choses où on se dit mon Dieu, on serait nous-mêmes filmés, ce serait la honte totale. Et c'est vrai, un tel, ah ouais, mais lui a eu le plus gros charnier. Et ça il faut pas. Voilà, moi je pense que là, il faut arrêter de jouer, quoi. Donc quand il s'agit de dire on arrive les premiers, ok, on peut tous jouer à Hemingway un jour et chacun, voilà, c'est pas mon truc, mais voilà, chacun sa manière de faire. Quand il s'agit de problèmes importants, de liberté, de droits de l'homme ou de sécurité des uns et des autres, là, pour moi, on arrête de jouer. Oui, Allez, monsieur, oui. J'ai assisté à une conférence à l'IRIS sur un peu le même thème, et il y a une journaliste, je ne suis plus sûr de son nom, mais je crois qu'elle s'appelle Madame Niva, qui a écrit un livre très intéressant aussi là-dessus, et qui, si j'ai bien compris, a bâti sa capacité à intervenir dans des zones à risque sur la multiplicité des contacts. C'est-à-dire qu'elle travaille un pays, elle va plusieurs fois dans le temps, et à des époques où il n'y a pas forcément un danger très grand, elle noue des contacts avec des gens, ce qui fait que lorsqu'elle y retourne, elle a la possibilité d'avoir une sûreté dans les contacts. Et par exemple, elle racontait quand elle a été en Capissa, vous riez, c'est peut-être pas ça, mais enfin, je vous dis ce que j'ai. D'accord. Son accompagnateur était un partisan des talibans, mais il ne l'a pas trahi. Alors, est-ce que c'est compatible? Est-ce que cette façon de faire, c'est simplement les freelances qui peuvent faire ça parce qu'ils ont moins de contraintes, ou est-ce que dans un journal, vous avez la capacité à établir cette politique je dirais, à long terme, d'établir des relations dans les zones qui sont connues et qui sont ou seront à risque dans les années à venir? C'est vrai qu'Anne Niva, vous pensiez que je riais d'elle, pas du tout, mais c'est parce que son père travaillait au Monde, donc on a souri à l'évocation de la fille de son père. Donc voilà. Mais non, en fait, la plupart des journalistes qui partent dans des zones à risque sont des journalistes qui connaissent ce pays-là. C'est-à-dire que là, on va rentrer un petit peu dans le fonctionnement d'un journal. C'est vrai que, et au Monde en particulier, c'est une rédaction où les gens sont des spécialistes. Donc chaque meilleur spécialiste, que ce soit de l'éducation, que ce soit du PS ou que ce soit de la Syrie. Donc les gens ont vraiment une érudition et c'est un journal qui est connu pour ça. Donc la plupart des gens qui vont partir en Égypte aujourd'hui, hein, vous regardez qui est envoyé spécial où, il y a Isabelle Mandreau en Tunisie, elle la connaît par cœur, elle couvre le Maghreb depuis un moment. Vous avez Christophe Ayad qui est en Égypte, qui est arabophone, qui connaît très bien cette zone, dont c'est la spécialité. Donc la plupart des gens qui partent dans un endroit sont des spécialistes très précisément de cet endroit. En revanche, quand vous avez un conflit de forte intensité et que vous êtes obligé de faire les relèves dont on parlait tout à l'heure, là vous mettez dans la boucle, j'allais dire, des journalistes qui ne sont pas des spécialistes. Et c'est pour ça qu'existent ces équipes de grands reporters, hein, qui existent au monde, et qui sont, j'allais dire, des spécialistes de l'extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je suis spécialiste de rien du tout. Je suis spécialiste de quand la terre tremble, de quand la guerre éclate, quand il y a des élections législatives, de problèmes particuliers. Et c'est le pire, hein, et c'est le pire. On est mieux ici qu'à La Rochelle. Hein. Donc, non, mais et donc c'est vrai que
les journaux marchent comme ça. Et c'est vrai qu'Anniva a tout à fait raison. Et elle, c'est vrai qu'elle a cette capacité qui est très forte. Elle a commencé par le conflit tchétchène, elle a fait un boulot remarquable, etc. Et elle fait ça, ce qui est très fort en freelance. Mais dans un journal, dans la plupart des journaux, à vrai dire, ça marche comme ça. Hein. Et on envoie des grands reporters que quand, je vais dire, il n'y a personne d'autre d'une certaine manière. Hein. Moi, je me souviens des grands reporters autrefois, ils partaient 8 jours dans un pays. Je me souviens, j'ai vécu 2 ans au Zaïre. Un an après, j'ai vu un article dans Le Monde. Le journaliste, je savais qu'il était resté 1 semaine, 2 semaines, etc. Et l'article était très bien documenté, mais il pouvait y aller pendant 1 semaine ou 2 semaines. Et son article était représentatif de ce qui se passait. Aujourd'hui, dans des zones à risque, je ne crois plus que cette approche-là soit possible. En général, on reste longtemps, hein, je vous le dis franchement. Hein. C'est rare qu'on parte dans un pays, j'allais dire presque surtout comme grand reporter, qu'on parte dans un pays pour 3 jours. Hein. Enfin, honnêtement, moi j'ai plutôt des souvenirs de... J'ai là un témoin privilégié, mon père. J'ai plutôt des souvenirs de 3 mois sur place que de 3 jours. Hein. En général, on reste longtemps. Hein. On reste... 1 semaine pour le Zaïre, enfin, honnêtement, c'est peu. Moi, j'y suis allé plusieurs fois et chaque fois, j'y restais plutôt un mois. Ah bon, dans ces cas. Oh. Oui, moi j'avais une question peut-être un peu décalée par rapport au thème, mais est-ce qu'on pourrait, par rapport aux précautions qu'il y a à prendre dans ces zones, est-ce qu'on peut dire la même chose sur les thèmes à risque? C'est-à-dire, j'ai en tête ce qui se passe en Italie pour les journalistes qui enquêtent sur la mafia en Italie, certains ont été tués et d'autres ont du mal à faire leur travail, surtout s'ils habitent le sud de l'Italie. Et je pense à ceux qui travaillent sur les questions de corruption financière, par exemple. La question, c'est simplement, est-ce que c'est un peu la même chose ou c'est vraiment complètement différent? Oui, Laurence, non, vas-y. C'est vrai qu'en fait, les thèmes, vous avez raison, les thèmes à risque sont ceux, la plupart du temps, qui sont dans les pays où on risque pas sa peau, j'allais dire. Donc, alors, quoi qu'en Italie, on peut, en effet, le type qui a écrit Gomorrah, là, à mon avis, dans des situations difficiles. Mais c'est vrai qu'il y a des thèmes à risque, et c'est vrai qu'en petite touche, en France aussi, on touche les endroits sensibles, on s'en rend très bien compte. Hein. C'est-à-dire que plusieurs journalistes, au Monde, nous avons la fameuse affaire des fadettes. Donc, voilà. Donc après, c'est sûr qu'on n'est pas là en train de dire il y a quelqu'un qui est torturé dans une cave. Mais de fait, il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges qu'on connaît. Il y a des sujets qui sont peu ou pas abordés. Et les lecteurs, et vous nous le dites souvent, et vous avez raison de nous le dire. C'est-à-dire, pourquoi vous ne dénoncez pas telle chose, pourquoi on fait attention à tel genre de dossier. C'est vrai on a toujours l'impression que c'est plus visible chez les autres, j'allais dire. Mais moi, je dirais qu'en France, il y a aussi un certain nombre de sujets dans lesquels, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que c'est compliqué, mais il y a eu, je vous dis, les fadettes, ça a été une des grosses préoccupations du journal l'année dernière, et toutes ces histoires d'écoute, de fouilles dans les appartements, il y en avait eu dans le cadre de l'affaire de l'AMNEF, donc dans un autre contexte, où une journaliste de Libération, petit journal, ça va devenir la blague, avait été fouillé, l'appartement a été fouillé, etc. Donc si vous voulez, vous en rendez très bien compte. Enfin, c'est très impressionnant de voir que quand vous vous approchez d'un de ces dossiers comme ça, vous le ressentez tout de suite, quoi. Vous savez tout de suite qu'il va y avoir, qu'il y a des coups de fil, qu'il y a des... voilà. Et alors, dans les journaux qui se tiennent, j'allais dire, le rédacteur en chef, Eric, ici, reçoit le coup de fil. Enfin, il y a des coups de fil qui sont donnés par des lobbies, voilà. Et normalement, un journal qui marche bien, Eric ne le transmet même pas au journaliste qui est en charge du dossier. Normalement, lui est censé faire punching ball. Donc c'est la protection, elle est censée marcher comme ça. Donc, et c'est vrai que ouais, ça marche. Enfin, dans les grands journaux, ça marche bien. Oui, absolument. D'un mot, non, je voudrais. Non, il dort. Oh, attendez, j'ai un coup de téléphone. Là. Pardon. Non. Il veut plus jouer. Non, mais je voulais. Oui.
Je voulais rebondir sur cette question, parce que les directeurs de journaux parisiens se sont trouvés confrontés, il y a un peu plus d'un an, à un autre problème de zone à risque. Et j'ai trouvé que la réaction des journalistes et de la profession a été assez surprenante. Il s'agit de Fukushima, autre zone à risque. Eh bien, j'ai été très très frappé. Plusieurs dirigeants de grands médias ont décidé de n'envoyer personne là-bas, voire de rapatrier même leurs correspondants qui étaient sur place, parce que le risque, parce qu'il y avait un risque sur leur vie, puisqu'on ne savait pas du tout. Enfin, vous vous souvenez sans doute à l'époque du climat qu'il y avait. Et on a eu un débat ici, et j'ai constaté, si vous voulez, une grande différence entre les reporters de guerre ou les grands reporters. À la même époque, on envoyait des journalistes en Libye. Il y a eu une de nos journalistes, Cécile Aignon, qui a failli, qui a vu passer, qui a failli être tué, parce qu'on était dans une zone à risque pour le coup, et je dirais qu'il n'y avait pas de problème pour Cécile Aignon, pour ces journalistes-là, elles devaient y aller, c'est la guerre, bon, elles savent, c'est leur métier, etc. Et donc elles prennent un risque. Envoyer des journalistes pour aller à Fukushima, il y avait un risque, évidemment, puisque à l'époque, on ne savait pas du tout quelle était la radioactivité, quel était le risque, etc. Il y avait des centaines de personnes qui ont été tuées, des milliers, etc. Et je pense que c'est un peu le même... Mais c'est marrant de voir que la réaction n'est pas du tout la même. Et c'est vrai aussi que... Enfin, à l'époque, j'ai participé à des débats sur ce sujet. C'est vrai que d'une certaine manière... le risque dans des pays en guerre, dans des dictatures, etc., le risque, il est à peu près appréhendé, même s'il est très mal. Tandis que le risque à Fukushima, on était dans le... Enfin, personne ne savait rien. Donc, en tout cas, à un moment de la crise. Hein. Après, on a... voilà, c'était... Mais Christophe, Non, simplement, je crois qu'il faut distinguer les grands risques ou les gros risques des petits risques. Et même recevoir un coup de fil, la pression classique, c'est quand même un petit risque par rapport au danger physique. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Ah, moi, ça me semble vraiment deux risques de nature très différentes. Et même le risque, pour certains journalistes, le cas échéant, et c'est pas tous les jours en France, de perdre son emploi, c'est un risque que je trouve qui n'est pas du même ordre que le risque physique que peuvent avoir des journalistes dans certains pays, que peuvent avoir des journalistes français dans ces pays. Et alors, vous posiez la question des mafias. Quand on est dans une zone dangereuse, à un moment, on peut s'extraire de la zone dangereuse, et là, on n'est plus en situation de risque. Le problème des mafias, et ça a été le cas pour Roberto Saviano, que tu citais, c'était le cas aussi pour un journaliste belge qui avait travaillé sur la mafia russe, c'est que le journaliste belge pouvait rentrer à Bruxelles, il y avait toujours un risque pour lui. C'est le cas pour Roberto Saviano, il peut être à peu près partout sur la planète, il y a toujours un risque pour lui. Et donc, mais dans les deux cas, là, c'est quand même des grands risques. Alors, tu n'es pas d'accord? Non, moi je trouve que quelqu'un qui perd son emploi, j'allais dire, moi quand on quitte l'Irak, en effet, je rentre chez moi et la vie est belle. Je retrouve mon appartement, je retrouve ma vie intacte. Quelqu'un qui est viré d'un boulot, la presse, c'est un tout petit milieu. Il n'est pas prêt d'en retrouver un. Enfin, il y a une vie fracassée. Ce n'est pas la même chose, ça n'est pas du même ordre. Mais je pense qu'on ne peut pas le balayer comme ça, sinon tous les articles qu'on lirait sur les affaires en France, on les lirait. Non, je balayais pas, mais finalement on a dit la même chose, c'est que c'était pas du même ordre. Hein, mais c'est pas du même ordre, mais moi je pense qu'au contraire, quelque chose qui menace sa vie quotidienne est peut-être plus angoissant que quelque chose que d'aller 15 jours. C'est d'un autre ordre, mais moi je peux très bien concevoir que quelqu'un canne devant la pression d'une multinationale, etc. Je dis pas que je trouve ça bien, mais je le conçois. Enfin, je veux dire, je trouve pas du tout qu'il faut... Oh là là, le type il a reçu un coup de fil, on s'en fait... Oh, chochotte. Voilà. Non, mais sinon la presse en France, elle marcherait autrement hein, aussi. Attendez, quand vous lisez dans les journaux italiens ou anglais, oui, c'est passé telle chose, évidemment, la presse française n'en a pas parlé. Bon, vous le prenez dans la figure aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on ne parle pas en France, voilà, parce que... parce que les journalistes, il y a une omerta française aussi, qui n'est pas si facile à briser, la preuve. Mais qui n'est peut-être pas liée qu'au risque. Et il ne faut pas que le risque devienne la justification d'une abstention de traiter de certains sujets. Et parfois, ça peut être... Bon. Ben oui, c'est quand même la réalité. Ben bien sûr, c'est une pression. Non, mais c'est une pression. On la connaît. Oui.
Madame, pardon. Je voudrais ajouter un autre risque. Enfin, j'ai 1000 questions à vous poser, 1000 demandes d'approfondissement de ce que vous avez dit. Par exemple, mais enfin ça c'est plutôt une question de philosophie, mais j'étais très frappée par le fait que vous avez dit que vous étiez démoralisé pendant quand vous étiez otage, par le fait que vous étiez considéré plus comme valeur marchande que comme journaliste. Et journaliste, en fait, j'ai été amenée à me dire, oui, le rôle du journaliste, c'est d'informer, bien sûr, mais c'est aussi de faire sortir ses positions. Enfin, on est démoralisé quand on pense qu'on est inutile parce qu'on ne sert pas à influencer les événements. C'est un peu ça, non? Plus que l'information en elle-même. Vous avez surtout, enfin, ce qui m'a fait penser ça, c'est quand vous avez dit que vous serviez la cause de ceux qui vous faisaient prisonnier, mais qui n'en avaient rien à faire. Donc, bon, mais ça, c'est peut-être que c'est pas la question principale. Mais la question principale, puisque vous parlez du risque, il y a aussi le risque de se tromper, non, pour le journalisme. Et je pensais qu'on allait plus approfondir la question que vous avez posée de l'influence des nouveaux médias, enfin d'Internet, de Facebook, du téléphone portable. Enfin, il me semble que j'aurais aimé que vous approfondissiez justement dans les zones à risque, dans les dictatures, ce qu'on voit maintenant, toute l'information qui arrive à filtrer quand les journalistes ne peuvent plus exercer leur métier, mais qui arrive à filtrer par les gens qui prennent sur leur téléphone portable, qui font passer par Internet. Enfin, voilà, ça, j'aurais aimé que vous approfondissiez ce débat avec le risque, un autre risque qui est pour les journalistes qui reçoivent ça et qui trient, le risque de se tromper, parce qu'on sait aussi qu'il y a des trucages maintenant. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui n'est pas facile de démêler les sources de qui envoie et qu'est-ce qui les oriente dans leur communication d'information. Quelqu'un Massoud? Oui. Massoud, vous avez déjà évoqué justement ce risque, que les gens qui envoient des messages et qui ne sont pas journalistes envoient... Justement, le métier de journaliste, c'est de vérifier, c'est de mettre dans son contexte, donc c'est vrai que c'est ceux qui spontanément envoient des messages, on n'a pas tous ces éléments-là. Moi, je veux me concentrer toujours sur la Syrie. Il faut qu'on sache en Syrie, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Mais est-ce qu'il y a du travail pour travailler? On sait bien que l'employeur en Syrie, il gagne presque 200 euros, entre 150 euros et 200 euros par mois. Mais le prix d'un portable iPhone, par exemple, c'est 700 euros, 700,29 €. Mais est-ce qu'il peut acheter un iPhone pour filmer, pour nous envoyer? Mais est-ce qu'il peut acheter un ordinateur par 400 euros, au moyen 300 euros? Est-ce qu'il peut acheter une petite caméra vidéo pour filmer tout ce qu'ils veulent pour nous envoyer? Ça, c'est le risque vraiment. Les vrais journalistes qui veulent quitter la Syrie, ils nous posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on peut venir en France? C'est la France qui accueille beaucoup de journalistes, comme on a dit, grâce à RSF et pas mal d'associations de journalistes et la ministère des Affaires étrangères française aussi. Mais ils disent, qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on peut travailler? Tout simplement, on dit non. Je suis journaliste, je suis venu ici, malheureusement, ça me démoralisait beaucoup quand j'étais journaliste, une grande statue en Syrie. Je suis venu ici, je travaillais dans le bâtiment. J'ai travaillé dans les métros, j'ai mis le carrelage comme les carreleurs. Il y a une personne qui n'a pas fait ses études première, on dit quoi, en maternelle, qui me dit voilà, ramène le masseur, ramène le carrelage, ramène ça. Et je dis mais pourquoi je suis venu en France? Ça me pose, c'est grand risque aussi. Je viens en France, je ne peux pas travailler, je ne peux pas continuer mon métier. Peut-être moi j'ai un exemple rare grâce à RSF que j'ai pu continuer mes études, que j'étais vraiment en tête dure. Je dis il faut absolument que je continue mes études, il faut absolument que je continue mon message que je suis venu pour elle. Mais le risque, c'est ça, le risque, il y a beaucoup de risques. On peut dire que le problème des communications entre la Syrie et l'Occidentaux, c'est la communication de financiers, que les gens c'est analphabétisés, qu'on ne peut pas aider les gens de travailler sur les réseaux sociaux. Nous, on dit que c'est la révolution de Facebook, ce n'est pas la révolution des jeunes. Si la Syrie, il y a 1980, il y a des milliers de Syriens ont été tués.
Et il y a des centaines de milliers ont été emprisonnés, mais personne ne sait pas. Et jusqu'à maintenant, depuis quelques jours, j'ai un ami qui m'appelle, il m'a dit, ben voilà, dans Le Monde, on a eu un article, ils disent que les Kurdes en Syrie, ils sont pro du régime. Je dis, ah bon, j'ai pas vu ça. C'est à cause de quoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On n'a pas de vraies informations. Voilà, j'ai appelé une personne en Syrie. Comment les Kurdes? Bah oui, les Kurdes sont avec le régime. Mais comment elle dit ça? Comment les Druzes ils sont avec le régime? Et comment les sunnites, non, ce sont les forts. C'est pas ça. Parce qu'il faut qu'absolument, on a beaucoup de communication. Il faut qu'on essaye, comme les associations, les entreprises de médias qui veulent vraiment avoir des informations, ils aident les gens sur place. Surtout les amateurs maintenant. Ce type qui sort, c'est très courageux, qui est très fort, qui travaille beaucoup. Par exemple, nous, au nord de la Syrie, la zone de Kurdes, on utilise les portables aussi puissants au 3G de Turcs. On utilise ça. Grâce à ça, on peut envoyer des messages au monde. Bon voilà, les Kurdes, ils manifestent chaque jour. Chaque semaine, si on compte, il y a des centaines de milliers de Kurdes qui sont dans la rue. Mais le régime, s'il ne le tue pas, on dit pourquoi le régime ne le tue pas? Non. Ça, c'est autre chose. Mais c'est ça le problème, qu'on n'a pas beaucoup de moyens de communication entre nous et l'Occidentaux. Et de plus que la question de pauvreté, un peu, c'est par rapport à l'Occidentaux. Mais chez eux, par exemple, j'ai un grand terre en Syrie. En Syrie, je peux vivre tout simplement sans travailler, rester chez moi. Je joue et je peux vivre très très bien. Mais en France, est-ce que je peux vivre ou non? Bah, ça, c'est vraiment c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est ça le problème, que le financement et la technologie aussi. Gilles, Khalil. En Azerbaïdjan, tu sais, y a pas, on ne gagne pas beaucoup, mais la vie à Bakou, capitale, c'est pas très horrible. On peut filmer, mais les gens ont peur. Comme madame tout à l'heure on dit que par rapport au tombe de Anna Politkovskaya, par exemple, Elmar Husseynov, qui est le journaliste, il a assassiné en 2005. Et l'année dernière aussi, d'autres journalistes aussi, il a assassiné. Mais le tombe la même chose que Anna Politkovskaya. Mais c'est-à-dire, les gens, c'est pas on aime, en Azerbaïdjan, on respecte, mais on peur qu'il pour voilà. Mais par rapport pour les autres aussi, période Eurovision en Azerbaïdjan, les amateurs, ils ont filmé beaucoup de choses, ils ont critiqué, mais après l'Eurovision, il y a eu le service secret aux polices, ils ont arrêté les gens, les amateurs, les journalistes aussi, ils ont tout, à cause de ça, les gens, ils ont peur de filmer, ils ont peur de montrer de réalité. Voilà. Mais je vais ajouter quelque chose d'autre aussi, mais en Syrie, si on n'a pas d'ordinateur ou Internet, si on va un cybercafé, ça aussi, il y a un problème. Si je veux un heure dans un cybercafé, il faut que je paye à peu près 1 euro. Mais le moyen de travail dans une personne, les ressources, un jour presque 2 euros et demi. Vous voyez, c'est très très difficile. Et depuis, si je vais aussi, il y a des choses la personne qui est dans le cybercafé, il prend mon pièce d'identité. Et tout le cybercafé a été contrôlé par le service de renseignement. Ça veut dire qu'il peut savoir qu'est-ce que j'ai fait. S'il ne sait pas, il peut prendre les noms des personnes qui sont venues là, qui ont travaillé sur la machine. Donc, il peut leur interpeller tout simplement. Et ça, il a se passé en Syrie beaucoup. Maintenant, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler avec les moyens de communication en Syrie. Quand on dit c'est la révolution de moyens de communication en face du pouvoir, on ne peut pas parler. Juste, on dit, par exemple, j'ai un ami que je parle avec lui, c'est un jeune amateur. Ton oncle, il t'a passe le bonjour. Si je lui dis ça, vraiment, il va... directement, il va fermer son portable, il va mettre le plus de turc, comme ça on peut parler facilement. Vous voyez, s'il y a des mots, chiffres, comme maintenant il est en train de faire de chiffrer tous les documents
Sinon, on ne peut pas aller en Syrie. Si ils vont m'arrêter, ils vont voir tous mes documents. Voilà, ils peuvent arrêter tout le monde. Mais s'il y a des moyens de communication pour le chiffrer aussi, ça aussi, il va donner aussi, on dit quoi? Il va donner sécurité pour la personne. C'est une... Oui, allez-y. Mais... Oui. En fait, bon, je suis admirative du courage qu'il a fallu pour que place à l'époque, au moment des révolutions arabes. Mais je posais la question sur le risque des journalistes de chez nous qui reçoivent ces informations. Comment de se tromper, comment filtrer une masse de données brutes. Enfin, voilà. J'ai vu pas mal de fautes d'informations ici. J'ai vu Oui. pas mal. C'est tout le défi. Oui, monsieur. Quels sont les moyens et les possibilités des Reporters sans frontières et des journalistes emprisonnés? Christophe. Alors, l'une des grandes stratégies de Reporters sans frontières, c'est de s'adresser à ceux que Reporters sans frontières décrit comme les prédateurs de la liberté de la presse et de l'information. Et donc, c'est de leur faire de la mauvaise publicité. C'est de leur adresser des lettres ouvertes, c'est de faire des campagnes pour tenter de leur nuire en termes d'image, afin que, ne voulant sauver leur image, ils se résolvent à de meilleures attitudes à l'endroit des journalistes et des personnes emprisonnées. Alors, il y a des endroits où ça marche bien, il y a des endroits où ça marche pas. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, il y a eu un formidable documentaire sur Arte concernant la résistance de jeunes gens à Bahreïn. C'était des jeunes femmes, essentiellement, qui n'étaient pas journalistes, qui étaient, alors pour certaines d'entre elles, férues de nouvelles technologies, mais pas toutes, et qui ont témoigné, là pour le coup, à visage découvert. Alors il y avait une problématique d'ailleurs pour sortir les cassettes, parce qu'elles témoignaient à visage découvert, elles étaient prêtes à prendre ce risque. Encore fallait-il que les cassettes aillent jusqu'à Paris, et là RSF a apporté un soutien, c'est-à-dire les cassettes sont sorties après la documentariste qui a réalisé ce documentaire. Mais de fait, en dehors de ce documentaire, la situation à Bahreïn, il n'en est pas beaucoup question. L'État a réussi à étouffer avec l'appui parce que c'est un État qui ne déplaît pas forcément aux puissances occidentales. Le régime a réussi à étouffer quand même toutes les informations, une bonne partie des informations le concernant. Donc, je crois que c'est l'un des principaux moyens d'une association comme RSF qui n'a pas sa force armée pour aller libérer le pays. Voilà. Je voulais juste ajouter quelque chose. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que un certain nombre de pays, d'États plutôt, c'est-à-dire de gouvernements, pensent que dire voilà, on nous critique parce qu'on maltraite les journalistes au sens large du terme est un problème, et donc on fait tout pour le masquer, on le fait mais discrètement, on ne veut pas que ça se sache, etc. D'autres gouvernements, en revanche, trouvent ça formidable de faire savoir qu'ils le maltraitent. C'est-à-dire que je me souviens d'une rafle chez des journalistes chinois, et la télévision chinoise avait été convoquée. Donc on avait été arrêter les types, on avait appelé la télé chinoise en disant regardez ce qui arrive quand on fait des conneries sur Internet. Donc, et c'était montrer en exemple, c'était dire voilà, c'est ça qui est en train de se passer, etc. Donc certains régimes trouvent que non seulement c'est bien d'empêcher la presse de travailler, mais de le faire savoir. C'est la même chose en Syrie quand on tue deux journalistes de télé. C'est-à-dire qu'on fait venir deux journalistes de télé, on les tue dans des circonstances dont tout le monde va gloser et on le sait, et on voudrait bien que ça se sache, comme ça les suivants ne rentrent pas. Donc la pression, elle est toujours assez étrange. Je me rappelle une fois, quand j'étais jeune journaliste, c'était le début des charters de Charles Pasqua. Vous vous souvenez quand il renvoyait les gens, voilà. Et à l'époque, le système qui était en place était de mettre, il faisait des vols exclusivement pour aller dans certains pays. Donc c'était exclusivement, je dis n'importe quoi, au Mali. Et donc il fallait rassembler X personnes en 48 heures, etc. C'était tout un truc. Et à l'époque, évidemment, j'étais à Libération. Et donc on était planqués sur le tarmac. Oui, voilà. On était planqués sur le tarmac pour voir décoller les charters Pasqua et les dénoncer, etc., etc. Et alors, on faisait des énormes articles, etc. Bon. Et là-dessus. Et 5-6 ans plus tard, je croise Charles Pasqua. Et il me dit « Ah, c'est vous, Florence Ogbonna, je voulais vous remercier pour les articles que vous aviez faits. »
Au début, je crois qu'il le fait ironiquement, et très fier de moi. Oui, en effet, on a été assez fort. Je vous remercie. Non, liberté de la presse, on a cogné, etc. Et en fait, il le disait au premier degré, c'est-à-dire qu'il me disait c'était formidable parce que nous, on arrivait à faire très peu de ces charters parce que c'était très difficile à monter, et vous en faisiez une telle publicité que tous les gens qui étaient en faveur de ces charters disaient c'est dingue, ce qu'il renvoie des gens chez eux, c'est formidable. Et donc, c'est toujours très difficile de savoir, quand vous êtes de bonne foi, quand RSF dit, regardez, ils ont fait une rafle de dissidents, de cyberdissidents chinois, le régime dit, voyez, qu'est-ce qu'on est efficace, les gens qui... Voilà. Et à quoi sert une information, comment elle est prise, et c'est toujours une leçon effrayante, j'allais dire. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, je vois là-bas au fond. Madame, oui. On lui a coupé. Non, j'ai oublié de le préciser, RSF est une organisation internationale avec des correspondants dans 150 pays, des bureaux dans 10 pays. Vous évoquiez l'Europe, RSF, alors il y a une section en Allemagne où il y a 1 millier d'adhérents qui s'appelle Reporter ohne Grenzen. Mais il y a des sections dans une dizaine de pays. Donc c'est en soi une organisation internationale qui travaille par ailleurs avec d'autres associations, mais qui n'ont pas tout à fait le même champ, et notamment une association américaine, qui est un peu l'équivalent américain de RSF, qui s'appelle le Committee to Protect Journalists, CPJ. Et de ce point de vue-là, les ONG travaillent en bonne intelligence, pas avec des réflexes de concurrence, avec un esprit un peu étroit. Bien, écoutez, je crois que nous avons abordé beaucoup d'aspects, beaucoup de points. Il y avait sûrement encore beaucoup de questions. Je voudrais remercier les participants, notamment nos 2 amis étrangers. Remercier Reporters sans frontières qui effectivement mène des combats que le monde soutient totalement, Florence Somna et le reste, et vous dire que la table ronde suivante va nous apporter au-delà dans des frontières encore plus animées, puisque c'est La Rochelle et d'autres. Voilà, alors là c'est les vrais. Bon, merci beaucoup.